Le philosophe qui met sa foi dans la grandeur et dans l'ambition devient un géant de plus en plus grand, ou pour mieux dire, les étoiles deviennent de plus en plus petites à ses yeux. Il s'élève sans cesse à travers des éternités désolées. Il peut trouver de nouveaux systèmes et les oublier, découvrir de nouveaux univers et apprendre à les mépriser. Mais l'aspect véritable des êtres, pâquerettes géantes, fleurs de pissenlit incendiant le ciel, grande odyssée des océans aux couleurs étranges et des arbres aux formes imprévues, poussière semblable aux ruines des anciens temples et duvets de chardon pareils à des débris d'étoiles, toute cette vision colossale périra avec le dernier des humbles. C'est la noblesse excentrique de l'homme de ne pas se plaindre, d'une manière générale, du fait qu'il sera mort un jour, mais de craindre très sérieusement d'être ridicule ce jour-là. Et le squelette le trouble parce qu'il lui rappelle que l'arrière-plan de son apparence extérieure est effrontément grotesque. Je ne vois rien qui puisse justifier son inquiétude. N'a-t-il pas accepté de bon cœur sa place dans un monde railleur qui ne prétend pas au bon goût? Il voit autour de lui des millions d'animaux portant, avec une véritable aisance de dandy, les formes et les accessoires les plus monstrueux, les ailes et les pattes les plus absurdes quand l'utilité le demande. Il peut contempler la bonne humeur de la grenouille, l'inconcevable béatitude de l'hippopotame. Il voit tout un univers ridicule, depuis l'animalcule dont la tête est trop grosse pour le corps, jusqu'à la comète dont la queue est trop grosse pour la tête. Et quand il en arrive à la bizarrerie charmante de son propre squelette, voilà que son humour l'abandonne brusquement. Jouer éternellement la comédie sans disposer de la plus humble loge où l'on pourrait un instant redevenir soi-même, n'est-ce pas le pire enfer qu'on puisse imaginer? Braver constamment des dangers que nous savons incapables de nous atteindre, faire des serments que nous savons incapables de nous lier, défier des ennemis que nous savons incapables de nous vaincre, telle est l'ironique tyrannie de décadence qu'on appelle la liberté. C'est le besoin de se ménager une retraite, une porte de sortie qui stérilise le plaisir moderne. On rencontre partout le désir insensé et tenace de jouir du bonheur sans le payer. Il y a deux façons d'envisager notre monde crépusculaire. On peut le regarder comme le crépuscule du soir ou comme le crépuscule du matin. On peut considérer chaque chose, jusqu'au gland tombé de l'arbre, comme un descendant ou comme un ancêtre. Parfois, nous nous sentons moins écrasés par le fardeau de la méchanceté humaine que lorsqu'il nous arrive d'avoir conscience d'être les héritiers d'une humiliante splendeur. Parfois aussi, tout nous paraît primitif. Les vieilles étoiles ont l'air d'étincelles jaillies du feu de joie d'un enfant, et toute la terre semble si jeune que les cheveux blancs des vieillards sont, suivant la belle expression de la Bible, comme des amandiers en fleurs, comme l'épine blanche épanouie en mai. On admet généralement qu'il est bon que l'homme comprenne qu'il est l'héritier de toutes les époques, mais ce qu'on admet moins communément, et qui est tout aussi important, c'est qu'il est également bon qu'il comprenne qu'il est un ancêtre, et un ancêtre primordial. Il est salutaire qu'il s'étonne de n'être pas un héros, et qu'il éprouve parfois de nobles doutes, qu'il se demande par exemple s'il n'est pas un mythe solaire. Tant que nous regardons un arbre comme un objet palpable, naturellement et raisonnablement créé pour servir de pâture à la girafe, nous ne pouvons pas nous émerveiller devant lui. C'est lorsque nous le considérons comme une vague prodigieuse du sol vivant, s'élevant vers les cieux sans aucune raison particulière, que nous retirons notre chapeau, au grand étonnement du gardien de square. Comme la lune, patronne du non-sens, chaque créature a plusieurs aspects. Considérée sous l'un de ces aspects, un oiseau est une fleur libérée de la tache de sa tige, un homme est un quadrupède qui fait le beau sur ses pattes de derrière, une maison est un chapeau gigantesque destiné à nous protéger du soleil, une chaise est un appareil à 4 jambes destiné à soutenir un éclopé qui n'en a que 2. À quel sommet de poésie ne nous serions-nous pas élevés si la poétisation de l'histoire naturelle se fût poursuivie, et si l'imagination humaine eût continué de jouer avec les planètes comme elle jouait autrefois avec les fleurs? Nous en serions arrivés à un patriotisme planétaire. Les feuilles vertes auraient été nos cocardes et le bruit de la mer un roulement perpétuel de tambours. Nous aurions été fiers de ce que notre étoile a produit et de l'orgueil avec lequel elle a porté son blason dans le tournoiement aveugle des sphères. La maturité, avec ses énergies et ses aspirations sans fin, peut aisément se convaincre qu'elle trouvera toujours de nouvelles choses à apprécier.
mais elle n'arrivera jamais à se convaincre sincèrement qu'elle a bien apprécié tout ce qu'elle a. Nous pouvons scruter les cieux et y trouver de nouvelles étoiles, mais il en reste toujours une que nous n'avons pas encore découverte, celle sur laquelle nous sommes nés.